Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Des pourparlers autour d'un projet de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël ont lieu actuellement au Caire, en Égypte. Est-ce qu'il y a une chance que ça puisse être la bonne, un vrai cessez-le-feu ? Ça pourrait être un vrai cessez-le-feu, mais temporaire. Il y a deux grands paramètres qui sont en discussion depuis plusieurs jours. D'abord, qu'est-ce que le cessez-le-feu apporterait aux Palestiniens ? Et il y a la notion de calme durable, vous voyez, qui est en discussion. On est vraiment sur des mots importants, parce que comment est-ce que c'est interprété par le Hamas et par Israël ? Et puis, il y a de manière un peu plus sordide, malheureusement, le type d'otage qui serait libéré par le Hamas, avec notamment cette discussion assez pénible, dans le sens premier du terme, sur est-ce que ça serait des otages vivants, morts ou les deux ? C'est assez terrible, mais c'est tout à fait le genre de paramètres. Mais votre compréhension, c'est que ça avance, qu'il y a des choses qui se passent ? Très honnêtement, je ne sais pas. Il y a simplement ceux qui sont au Caire qui peuvent le dire. Les autres ne le savent pas. Mais en gros, la discussion pour ce premier cessez-le-feu, ça serait, dans cette séquence en tout cas, ça serait 33 otages, vivants ou morts ou les deux, pardon, mais ce sont les termes qui sont en discussion, contre 1000 prisonniers palestiniens. Et vous le disiez aussi, cette notion de calme durable, c'est celle que pousse Israël, alors que le Hamas, lui, depuis des semaines, demande une trêve définitive, demande un retrait israélien de Gaza. Ça ressemble à une impasse, non ? Et d'ailleurs, le Hamas sait que ces revendications sont inacceptables pour Israël ? Oui, la notion d'arrêt total des combats est aujourd'hui, à mon sens, inacceptable pour Israël, qui a décidé d'aller jusqu'au bout, de ne pas laisser le travail, si j'ose dire, en tout cas ce sont les mots qui sont employés, non fini, et qu'à partir du moment, de toute façon, où l'armée israélienne est entrée dans Gaza au mois d'octobre, personnellement je n'avais aucun doute sur le fait qu'ils iraient jusqu'au bout, parce que la logique israélienne, c'est de dire nous devons maintenant réduire au maximum ce qu'est le Hamas, et donc nous devons aller jusqu'au bout de la bande de Gaza. C'est une dynamique qu'on a vu un petit peu après le 11 septembre aux États-Unis. C'est quelque chose qui est très difficile à arrêter. Le fait est que Netanyahou a réussi à obtenir un consensus au sein de son gouvernement de coalition pour une opération dans Rafah, mais qui va quand même, selon, en tout cas, les Israéliens, rester relativement limité. Ça n'est pas un assaut général, ce sont des opérations limitées, en tout cas selon les Israéliens. C'est ce qu'ils disent, mais justement, pourquoi, au moment où le Hamas, en plus, avait accepté une trêve, alors selon des points qui n'étaient pas acceptables pour Israël, mais pourquoi, à ce moment-là, l'armée israélienne est entrée dans Rafah ? Donc on le rappelle, c'est cette ville au sud de Gaza, où sont réfugiés plus d'1 million de Palestiniens, et où la situation humanitaire est dramatique. Pourquoi cette concomitance pour parler pour la trêve qui avance et en même temps on rentre dans Rafah ? Première chose, rien n'indique que le Hamas ait accepté des termes acceptables pour Israël. Donc si vous voulez dire que le Hamas a accepté le principe d'une trêve, oui, eux ils veulent l'arrêt des combats. Mais il n'y avait pas d'acceptation, il n'y avait pas d'accord à ce moment-là entre le Hamas et l'Israël sur des termes acceptables par les deux parties pour un cessez-le-feu. Et deuxième chose, il y a toujours ce débat en Israël qui a commencé littéralement le 8 octobre entre la priorité à donner à la libération des otages ou la priorité à donner à la réduction, pas l'élimination, mais en tout cas la quasi-destruction du Hamas en tant qu'entité opérationnelle. Et le débat en Israël continue, il est permanent sur ces sujets, et la nature de la coalition de Netanyahou a toujours fait pencher le curseur, si vous voulez, plutôt du côté de la priorité, c'est le Hamas, alors que nombre de personnes en Israël, notamment dans l'opinion israélienne, est quand même très favorable, alors ça dépend des sondages, etc., mais globalement très favorable à ce que ça soit la priorité donnée à la libération des otages. Israël qui est largement sous pression, évidemment, avec un bilan humain qu'on rappelle, plus de 35 000 morts dans la bande de Gaza. Sous pression aussi sur les actions qu'elle mène. On sait que l'armée israélienne avait pris le contrôle donc, du passage frontalier de Rafah, coupant une partie de l'aide humanitaire. On vient d'apprendre il y a quelques minutes que Israël dit rouvrir le point de passage de Kerem Shalom pour faire entrer l'aide humanitaire. On sait aussi que les Américains mettent beaucoup de pression, notamment sur la question des livraisons d'armes. On a appris cette nuit par différentes sources, notamment une source à l'AFP, que les Américains auraient suspendu une cargaison de bombes la semaine dernière après l'absence de réponse d'Israël sur la question de Rafah. Bref, la pression est maximale sur Israël. Est-ce que Israël entend ? On voit que peut-être un petit peu avec Kerem Shalom, mais
Oui. Alors, d'abord, juste un point sur le bilan humain. Personnellement, moi, je ne dis jamais rien, puisque je pense que nous ne savons pas. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Donc, voilà. C'est juste que les chiffres ne sont pas remis en question par les institutions internationales. Non, parce qu'ils n'en ont pas d'autres. Et que nous sommes tous contraints de travailler, entre guillemets, avec les chiffres donnés par le Hamas. Rafah, effectivement, pourquoi avoir fermé Rafah? Alors, bien sûr, c'était une décision israélienne, mais c'est aussi sur demande des Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Égyptiens ne veulent pas avoir un afflux de centaines de milliers de Palestiniens sur leur territoire. Donc là, il y a, comme souvent d'ailleurs à propos de Gaza, il y a une connivence entre Israël et l'Égypte qui explique aussi ce qui s'est passé. Simplement, l'autre point de passage, le point de passage secondaire, est rouvert pour avoir effectivement une assistance humanitaire. Est-ce que la pression est maximale? C'est toujours un débat. Dans quelle mesure les États-Unis peuvent vraiment faire pression sur Israël au point d'influencer les décisions stratégiques d'un gouvernement comme celui de M. Netanyahou? Et je ne suis pas certain, en fait, que quand on a une coalition aussi dure, quand on a un événement aussi dramatique, un gouvernement américain, une administration américaine puisse vraiment faire beaucoup plus. Vous savez, on a un État, Israël, qui, à tort ou à raison, estime être dans un enjeu existentiel pour lui. Dès lors, on peut toujours dire qu'on peut toujours faire davantage pression, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment faisable. Mais il y a quand même des gestes importants, comme cette suspension apparente de livraison de certains types d'équipements militaires qui est destiné à montrer à M. Netanyahou qu'il ne peut pas faire n'importe quoi avec l'approbation des États-Unis. Il y a un enjeu existentiel et on va rentrer dans le détail pour Israël. Néanmoins, est-ce que, là on a vu que le chef de l'ONU prévient qu'un assaut généralisé de Rafah serait une catastrophe humaine. Beaucoup alertent sur un bain de sang dans la situation est difficile là-bas. Est-ce que Israël prend le risque de se couper de ses principaux soutiens et Benjamin Netanyahou prend le risque de devenir un paria finalement, si jamais il va plus loin dans Alors je pense que de toute façon, en ce qui concerne Benjamin Netanyahou, qu'il est prêt à prendre tous les risques s'il s'agit de sauver sa peau sur le plan politique. On sait tous que son premier objectif à lui, sans nier son attachement à la défense de son pays, c'est sa survie politique. Donc, de toute façon, en ce qui concerne le Premier ministre lui-même, ça, c'est pas tellement un paramètre. Mais ça déteint sur son pays aussi. Bien sûr. Et c'est aussi ce que nombre d'Israéliens, qui continuent à manifester toutes les semaines, lui reprochent. C'est que, effectivement, sa ligne dure, et même extrêmement dure, déteint sur l'ensemble de l'image de son pays, et aussi a des conséquences, c'est pour ça que j'en viens à votre question, sur les relations que Israël entretient avec les pays arabes. On a vu, par exemple, que l'Arabie Saoudite qui avait une réaction après le début des opérations israéliennes beaucoup plus modérée que nombre de pays arabes. On sentait qu'il y avait peut-être pas une compréhension, mais quelque chose qui se passait entre Israël et l'Arabie Saoudite avant le 7 octobre, que Riyad ne voulait pas totalement tuer, si j'ose dire, symboliquement. Aujourd'hui, on a vu un communiqué, là, il y a 2 jours, de l'Arabie Saoudite, extrêmement dur contre Israël, parlant explicitement de génocide, et donc on va au-delà de ce que les Saoudiens peuvent accepter. Sinon, sur les déclarations de l'ONU, j'allais dire que chacun est dans son rôle, et c'est le rôle de l'ONU d'avertir sur des risques humanitaires qui sont effectivement très importants, mais pour l'instant, Israël ne semble pas vouloir y aller avec tous les moyens possibles. Bruno Tertrais, on se retrouve dans un instant, juste après le fil info de Thomas Giraudot. Il est 8h41 sur France Info. Alors que la flamme olympique arrive à Marseille aujourd'hui, France Info a eu accès à une note confidentielle du ministère de l'Intérieur. Elle dévoile une des appréhensions des autorités, des militants qui voudraient perturber le parcours de la flamme olympique. Les forces de police se préparent notamment dans les Deux-Sèvres, près des méga-bassines, et dans le sud-ouest, près du chantier de l'autoroute A69, entre Toulouse et Castres. Le chef de l'État annonce dans un entretien au magazine Elle une mission parlementaire sur la ménopause. Elle sera dirigée par une députée Renaissance et par la médecin Florence Trémolière, invitée ce matin de France Info. Elle détaille l'objectif de cette mission, notamment faire parler des traitements hormonaux qui permettent de limiter les conséquences de la ménopause sur la santé des femmes. Un nouveau revers pour le programme spatial de Boeing. Le vaisseau de l'avionneur américain ne décollera pas avant la fin de la semaine prochaine. Un problème technique sur la fusée a empêché le décollage prévu en début de semaine. Starliner doit envoyer des astronautes en direction de la station spatiale internationale. Et puis le basketteur Rudy Gobert égale un record en NBA. Il a été désigné meilleur défenseur de la Ligue nord-américaine pour la 4e fois de sa carrière. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Landré, Jean-Rémy Baudot.
Toujours avec Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne et auteur de La guerre des mondes aux éditions de l'Observatoire. On parlait à l'instant du fait qu'Israël, après des mois de menaces, a fini par entrer dans Rafah. Pourquoi cette ville est si stratégique pour Israël ? Vous avez bien vu depuis le 7 octobre que les forces armées israéliennes sont en quelque sorte descendues vers le sud. Rafah, c'est le dernier grand centre urbain avant la frontière israélienne. Il s'agit à la fois, je disais tout à l'heure qu'il y avait un curseur à placer pour les décideurs israéliens qui étaient sans arrêt en train d'hésiter entre la libération des otages et la destruction ou la quasi-destruction du Hamas. Et quelque part, aller dans Rafah, c'est essayer de répondre à ces deux objectifs. C'est toujours, bien sûr, essayer de trouver des otages, même s'il me semble que la priorité, c'est quand même la destruction du Hamas. Et bien sûr, essayer de trouver autant que possible autant de terroristes qu'il est possible d'éliminer. Ça, c'est très clair. C'est aussi, et peut-être le but premier du gouvernement Netanyahou. Mais c'est possible d'éradiquer le Hamas. Ce but de guerre, il est réaliste ou attention, c'est un peu un faux problème. On ne peut pas réduire à néant, à zéro, la capacité d'un groupe terroriste. Ce dont il s'agit, et c'est compréhensible sur le plan stratégique, je mets de côté les aspects éthiques, ce qui est tout à fait possible, c'est de réduire au minimum les capacités opérationnelles du Hamas, c'est-à-dire les personnes, les tunnels, les armements. Voilà. Personne ne prétend, je crois, en Israël, que le Hamas n'existera plus. Voilà, mais et en même temps, on a bien vu dans d'autres opérations de contre-terrorisme qu'il est possible de réduire considérablement la capacité à un endroit donné, à un moment donné, d'un groupe terroriste à opérer, et c'est ça l'objectif. Parce qu'il faut peut-être, si on prend un peu de hauteur, c'est une géopolitique de la région, en réalité, qui se joue à Gaza, avec d'un côté l'Iran, avec ses satellites dont on avait beaucoup parlé il y a quelques semaines, le Hezbollah, le Hamas, et finalement c'est tout ça aussi qui se joue à travers ce conflit à Gaza. Vous avez raison de le souligner, c'est un grand jeu, si j'ose dire, avec les Israéliens, les Américains, l'axe pro-iranien, on va dire, et tout ceci est pris en compte dans la réflexion du gouvernement israélien, au-delà de Netanyahou, qui encore une fois, lui, se préoccupe peut-être davantage de son sort personnel que du reste. Israël veut montrer aussi, à travers la dureté de ses opérations, veut rasseoir, rétablir sa réputation de fermeté pour que dans quelques semaines, quelques jours, quelques mois ou quelques années, on n'est pas le Hezbollah au nord qui tente de faire la même chose. Donc c'est aussi cette réputation abîmée par le 7 octobre, si on comprend bien. Bien sûr, parce que la réputation d'invulnérabilité, en tout cas la protection qu'Israël était censé apporter à ses habitants sur son territoire internationalement reconnu, a été évidemment plus qu'abîmée dans la nuit au matin du 7 octobre. Elle a été un tout petit peu rétablie, cette réputation de protecteur, avec la très grande efficacité technique et opérationnelle des moyens de défense antiaérienne et antimissiles à la mi-avril lors de la frappe iranienne. Mais encore une fois, cette réputation, comme on dit en relations internationales, ça compte, et c'est pas simplement donc le Hamas qui est en jeu, c'est aussi l'avenir d'Israël dans la région, notamment face à l'Iran et à ce que vous avez appelé à juste titre ces satellites, même si les satellites ont aussi leur propre stratégie. Et ces tentatives d'éradiquer le Hamas ont aussi des conséquences sur l'avenir d'Israël et sur la cohabitation entre les Israéliens et notamment, les on crée des générations de traumatisés. C'est à mesure que cette guerre avance, la haine avance aussi. Vous ouvrez un énorme débat sur lequel il y a beaucoup à dire, qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Est-ce que les bombardements créent le terrorisme ? Voilà. On pourrait en parler pendant 2 heures. C'est pas aussi simple que cela. Je suis pas sûr de vouloir ouvrir le débat maintenant, mais on ne peut pas dire tout simplement les bombardements ou les actions militaires pour réduire le terrorisme, ça ne sert à rien parce que ça va recréer du terrorisme. C'est pas aussi simple que cela. Alors on pourrait parler aussi du fait que, puisqu'on va bientôt commémorer le 6 juin 1944, que la destruction de villes en France n'a pas rendu les populations normandes, volontaires pour des actions terroristes aux États-Unis. Je grossis un petit peu le trait. Contexte différent, bien évidemment. Pardon. Contexte évidemment. Évidemment, je grossis un peu le trait pour vous montrer que c'est un débat extrêmement compliqué qui ne peut pas être réduit à l'argument selon lequel les opérations ne servent à rien puisqu'elles vont recréer du terrorisme derrière. Il y a une expression israélienne un petit peu cynique, mais que j'ai envie d'employer pour montrer la manière dont justement les Israéliens voient ce sujet. On dit souvent en Israël, il s'agit de tondre la pelouse.
Littéralement. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que l'herbe va repousser qu'il ne faut pas tondre la pelouse. C'est leur expression, pas la mienne. Il y a derrière, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a aussi un autre paramètre très important. On a parlé de l'Arabie Saoudite. Il y a depuis plusieurs années une tentative de, j'aime pas le mot réconciliation, c'est pas une brouille entre amis, mais en tout cas de normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui est, avec une médiation américaine, engagée. Et cette partie diplomatique-là a été interrompue, mais non pas terminée, le 7 octobre. Donc c'est toujours en discussion, notamment parce que les Saoudiens et les Américains, depuis plusieurs semaines, mettent la dernière main à un grand accord de sécurité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'Arabie Saoudite veut se protéger contre la menace iranienne et veut bénéficier de technologies américaines. Et la solution à 2 États ? Est-ce que cette guerre ne vient pas compromettre, si tant est que cette idée n'était pas déjà très loin. Là encore, qu'est-ce qui se prépare pour l'après-Gaza ? Il y a des gens qui planchent sur l'après-Gaza. Oui, sujet... mais j'allais dire que quand il y a une surprise stratégique comme celle du 7 octobre, eh bien on ne planche pas tout de suite sur l'après. On dit que les Israéliens n'ont pas de plan, mais j'allais dire c'est pas extraordinaire qu'il n'ait pas eu de plan tout de suite. Ce qui est anormal en revanche, c'est qu'il ne puisse pas y avoir un accord. Ce qui serait anormal, c'est qu'il ne puisse pas y avoir un accord assez rapidement entre les principales parties concernées, c'est-à-dire les Américains, les Israéliens, les Saoudiens et bien sûr l'autorité palestinienne sur les contours de ce que devrait être la gouvernance de Gaza dans 6 mois. Je crois qu'on n'y est pas encore. On sait déjà que ça sera ni le Hamas ni Israël, mais on ne sait pas encore exactement ce que ce sera. Les plus radicaux, misent sur une réélection de Trump. Est-ce qu'il y a ce facteur qui joue aussi, la présidentielle américaine ? Pas encore, c'est-à-dire que autant ça joue dans la tête de Vladimir Poutine, de Xi Jinping et d'un certain nombre de grands leaders, je ne suis pas sûr que cela soit le paramètre déterminant pour empêcher, par exemple, qu'il y ait un accord entre Américains et Saoudiens sur justement la sécurité du royaume. Mais plus on avancera, plus ça sera dans la tête, bien sûr, de chacun des acteurs concernés. Et peut-être un tout dernier mot, puisque vous parliez de la gouvernance à terme ou à moyen terme de la bande de Gaza. Certains imaginaient qu'il puisse y avoir une gouvernance de l'ONU, ou en tout cas une forme de mandat pour tenter de rétablir un espace. Est-ce que ça, c'est réellement des discussions qui existent selon vous ? Que tout soit il est normal que tout soit sur la table, j'allais dire qu'on imagine ce type de solution. Je pense qu'en revenir au temps des mandats, c'est quand même quelque chose qui me semble singulièrement dépassé par les événements. Je vais prendre quelque chose qui aurait pu être un paramètre possible. Par exemple, le Cambodge, au début des années 1990, a vu un quasi-mandat de l'ONU, le Kosovo aussi, mais avec une présence internationale militaire massive. Or, je ne vois pas aujourd'hui, et y compris d'ailleurs à cause de la géographie de Gaza qui est très particulière. C'est une zone ultra dense, ultra urbaine. Alors imaginez des contingents arabes par dizaines de milliers ou des casques bleus qui vont faire la police dans Gaza dans 3 mois. Personnellement, ça me semble pas tout à fait réaliste. Bruno Tertrais, on se retrouve dans un instant, juste après le fil info de Thomas Giraudot. Il est 8h50 sur France Info. Plusieurs personnes blessées, dont une gravement, et une trentaine évacuées d'une résidence pour seniors en Charente-Maritime cette nuit près de La Rochelle. Le bâtiment très endommagé après une explosion. Les pompiers sont sur place depuis 4h30 ce matin. Les nouveaux pourparlers en cours au Caire peuvent aboutir à un cessez-le-feu temporaire selon Bruno Tertrais, invité du 8h30 France Info. Le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique rappelle qu'un des points d'achoppement entre Israël et le Hamas est la question de la libération d'otages israéliens. Israël dit à l'instant rouvrir le point de passage de Kerem Shalom pour faire entrer l'aide humanitaire dans Gaza. Ils veulent perturber les Jeux Olympiques et le relais de la flamme en France. Après les éboueurs, 7 syndicats de policiers municipaux ont déposé un préavis de grève couvrant toute la période des JO. Ils dénoncent des retraites en dessous du seuil de pauvreté pour certains agents. Et puis Kylian Mbappé ne soulèvera pas la grande Coupe d'Europe avec le PSG. Les Parisiens éliminés aux portes de la finale de la Ligue des Champions par Dortmund. Hier soir, le club allemand l'a emporté 1-0 au Parc des Princes après avoir déjà gagné au match aller. France Info. Le 8h30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de La guerre des mondes aux éditions de l'Observatoire. C'est la fin de 2 jours de visite du président chinois en France. Hier, Emmanuel Macron a emmené Xi Jinping dans les Hautes-Pyrénées, au col du Tourmalet, là où le président passait ses vacances chez sa grand-mère. Et ce cadre, il a été critiqué par les oppositions, notamment par Raphaël Glucksmann, qui estime qu'on peut recevoir le dirigeant chinois, mais pas de cette manière, pas dans ce cadre
amical, dit-il. Est-ce que c'était une erreur de la part du chef de l'État ou c'est ce qu'on appelle la diplomatie pour vous ? Alors, moi, je suis très partagé. D'abord, il est tout à fait normal, personne ne conteste qu'on puisse recevoir le président de la deuxième puissance économique mondiale à Paris en visite d'État. La question, c'est est-ce qu'il faut en faire autant qu'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire avoir cette séquence sous la neige pyrénéenne avec les danses, le fromage d'Osso, etc. Alors, il y a d'un côté ceux qui disent là, ça va beaucoup trop loin, c'est insupportable si vous êtes un opposant chinois, a fortiori un Ouïghour, etc. Et puis il y a ceux qui vont dire oui, mais attention, c'est justement dans ce type de moment que les deux présidents, les deux chefs d'État ou de gouvernement, de tout autre pays d'ailleurs, peuvent se parler, peuvent un petit peu baisser la garde, si pour autant que Xi Jinping puisse baisser la garde, ce qui est pas... Il est resté impassible, manifestement. Il est toujours impassible. Mais il a dit qu'il aimait le fromage, quand même. Oui, enfin ça, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Mais est-ce que ces moments-là sont des moments où un président français peut un peu mieux comprendre le mode de fonctionnement et la personnalité de son interlocuteur ? Est-ce que c'est le moment où il peut essayer de lancer des sujets, des ballons d'essai, des choses sensibles en dehors de l'attention générale, enfin en tout cas un petit peu protégé de l'attention des médias, et avoir lui-même un ressenti, quelque chose, une forme de communication avec lui qui peut être utile pour la politique internationale de la France. Je ne sais pas. Si c'est le cas, alors ça vaut la peine. Si ce n'est pas le cas, évidemment, ça ne valait pas la peine. Mais on ne le sait qu'après. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a une tendance à vouloir traiter, voire séduire ses grands interlocuteurs d'une manière qui peut donner le sentiment qu'il les manipule, en tout cas qui va justement arriver à les comprendre. Le lien interpersonnel est très important. Enfin, c'est une question de personnalité. Le lien interpersonnel est toujours très important. Comme avec Donald Trump. Est-ce que Emmanuel Macron attend trop de ce type de discussion ? C'est peut-être la question, mais encore une fois, je ne juge pas. Je préfère attendre de voir si, du point de vue français et du point de vue du président, il y a des résultats suffisants, y compris dans sa compréhension de Xi Jinping, y compris ses relations personnelles, pour que ça vaille la peine, mais on pourra le dire qu'a posteriori. En même temps, il y a des précédents, contexte évidemment très différent, mais Vladimir Poutine reçu aussi avec faste au début du quinquennat. Il y avait Versailles, ensuite il y a eu Brégançon pour ne pas l'inviter à Biarritz. Mais finalement, il a beaucoup été reproché à Emmanuel Macron d'être tombé un peu dans le panneau. Alors justement, peut-être que ça lui a servi de leçon. Et peut-être qu'il sait maintenant, notamment parce qu'il a été obligé de reconnaître qu'avec Vladimir Poutine, ça n'avait pas marché du tout, que ces tentatives de séduction ne fonctionnent pas. Mais donc la Mongie, c'est pas Versailles, quoi. La Mongie, c'est quand même pas Versailles. Voilà, la symbolique est absolument pas la même. Mais encore une fois, il n'y a qu'après qu'on peut le dire. Et je le répète, avec Donald Trump, par exemple, on avait beaucoup dit, il a essayé cette manœuvre personnelle avec Donald Trump et ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui marche quand même. Là, je voudrais un petit peu prendre la défense de ce type de manœuvre diplomatique. C'est que si vous avez une relation qui fait que vous pouvez vous appeler à 3h du matin sur n'importe quel sujet quand il y a une crise grave, si c'est juste pour ça, ça vaut la peine. Le problème, c'est quand vous faites des illusions sur cette relation personnelle peut apporter concrètement à la marche du monde. Vous voyez, je reste plutôt mesuré en termes de jugement. En l'occurrence, l'un des enjeux de cette visite du président chinois en France, c'était aussi la situation en Ukraine, puisque la Chine est très proche de la Russie. Les deux présidents, Emmanuel Macron, Xi Jinping, ont appelé à une trêve olympique, une suspension des combats pendant les Jeux olympiques cet été. Ça, par exemple, ça a une chance d'aboutir ? Non, aucune. La notion même de trêve olympique est une vaste plaisanterie. Pardon d'être un petit peu abrupt, mais franchement, c'est même presque cynique. Imaginez qu'en appelant à la trêve olympique ceux qui sont sur le terrain en Ukraine ou au Moyen-Orient vont accorder le moindre... Enfin, ils vont pas... Ah oui, tiens, pardon, c'est la trêve olympique, donc on va s'arrêter 2 minutes pour respecter l'esprit de l'Olympique. Enfin, c'est une plaisanterie. Franchement, je trouve que c'est presque... Appeler à la trêve olympique, peut-être qu'ils se sentent obligés de le faire, mais j'allais dire, c'est presque obscène. C'est presque obscène, cette notion de trêve olympique, parce que ceux qui appellent à cette trêve savent très bien que ça n'a absolument aucune chance d'avoir un impact. Et au même moment, Vladimir Poutine était réinvesti président. Il cherchait à en faire une démonstration de force de cette investiture. Est-ce qu'il a réussi ? Est-ce qu'il est tout puissant, Vladimir Poutine ? Il est tout puissant dans son propre pays. La militarisation de la Russie est quasiment achevée. La Russie est
presque en train de se transformer en une sorte de deuxième Corée du Nord, j'exagère à peine. Mais en même temps, quand on voit par exemple la liste des chefs d'État et de gouvernement qui vont être invités au grand défilé de la guerre patriotique, destiné à commémorer la victoire de la grande guerre patriotique, c'est-à-dire le 9 mai, qui est notre 8 mai, on voit que quand même il y aura les leaders de Guinée-Bissau, du Kirghizistan et 3-4 autres, mais on ne peut pas dire que tout le Sud global, comme on dit aujourd'hui, se presse à la tribune du Kremlin pour acclamer Vladimir Poutine. Donc il n'est pas isolé, mais il ne fait pas non plus un triomphe. Merci beaucoup Bruno Tertrais. On aurait envie de vous entendre encore très longtemps, notamment parler du nucléaire, puisque vous êtes un grand spécialiste de la question et de la question de la dissuasion. Vous reviendrez évidemment nous en parler. Merci beaucoup Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Et on rappelle votre dernier livre, Agathe. Auteur de La guerre des mondes aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Agathe. Merci. On se retrouve demain pour une nouvelle interview.